Étrange, effectivement, comme cette question cruciale du traitement a complètement disparu des radars, je le disais précédemment. On ne parle plus que de vaccination qui ne sera pas obligatoire, bien sûr, mais qui le sera quand même un petit peu quand même. On évoque la possibilité de limiter l'accès à certains services, à certains lieux, à des moyens de transport, à celles et ceux qui n'auront pas pris cette providentielle injection. Et là aussi, on laisse infuser l'idée d'un passeport sanitaire. On prépare les esprits, on prépare les populations, mais l'idée, vous l'avez entendu, avance très sérieusement dans certains États, comme en France. Il y a la Suède, le Danemark qui ont fait avancer ça concrètement, et la Commission européenne. Alors, non, bien sûr, on nous dit qu'il n'y aura pas d'obligation, à condition de renoncer à vivre et à travailler normalement, tout simplement, sinon on ne serait obligé de rien. Dans ce nouveau monde, d'après la grande réinitialisation, il ne sera tout simplement pas possible de circuler, de travailler, de voyager, de vivre normalement. Ils sont dans une fuite en avant, et ce qui était impensable hier commence à devenir réalité, commence à prendre forme. Alors oui, cette histoire de passeport vaccinal, ben oui, je le crains. Certains vont renoncer à vivre normalement, ce sera peut-être notre cas, et d'autres vont se soumettre. Bon, nous sommes ici parce que nous n'acceptons tout simplement pas ce choix qui sera posé à un moment ou à un autre. Nous allons clairement nous y opposer. Il y a une maladie, eh bien nous devons prioritairement parler de la question de la prévention et du traitement, et pas juste d'une façon de découper la société en deux, avec d'un côté les vaccinés et de l'autre les parias. Nous ne voulons pas de ce monde. Et d'ailleurs, nous sommes nombreux à avoir des interrogations sur ces fameux vaccins développés dans un temps record. On entend déjà parler d'effets secondaires, ça et là, de personnels soignants vaccinés qui seraient ensuite trouvés dans l'incapacité de travailler après une injection. C'est très rassurant. De pays qui déconseillent... De pays qui déconseillent... Alors ça, c'est la Suède, qui a... Vous l'avez peut-être vu, déconseiller le vaccin Pfizer aux personnes frêles. Là, c'est quand même assez amusant qu'on essaye de protéger les personnes fragiles avec un vaccin qui leur est finalement déconseillé. Alors, au sujet de Pfizer, on va commencer par se rafraîchir un petit peu la mémoire. Pfizer, pour mémoire. Pfizer a été condamné à plusieurs reprises par la justice. En 2009, la firme pharmaceutique a payé une amende record de 2,3 milliards de dollars pour avoir corrompu des médecins afin qu'ils prescrivent des médicaments surdosés ou à contre-emploi. Plus récemment, en 2016, l'entreprise a dû payer 107 millions de dollars au Royaume-Uni pour avoir augmenté le prix du médicament anti-épileptique, l'Epanutin, de plus de 2600%. La même année, le 5 septembre 2016, Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, celui qui luttait contre la fraude fiscale avec un compte en Suisse, affirme lors de l'ouverture de son procès que le compte illégal qu'il avait ouvert en Suisse avait été alimenté par des fonds venus des laboratoires Pfizer. Et ça, c'est tout récent. Que dire des contrats passés entre l'Union européenne et les laboratoires? Là aussi, c'est intéressant. France Info nous apprend que l'Union a en effet déboursé près de 3 milliards d'euros, mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore filtré sur la répartition de ces sommes entre les laboratoires, ni sur les prix fixés pour chaque dose de vaccin. Les députés européens ont été autorisés, mais tenez-vous bien, parce que c'est quand même la dingue dans une démocratie. Les députés européens ont été autorisés à consulter le document à tour de rôle dans une salle de lecture. Et ils ont eu l'interdiction de prendre des photos. Ce sont des élus, des représentants du peuple. L'Union européenne achète pour 3 milliards de vaccins. Les députés ont 45 minutes pour lire un document de 67 pages, dont
sur lesquels toutes les clauses financières et de responsabilité ont été floutées. C'est sur France Info, c'est France Info. Nous avons des élus de la République, des élus européens, mais c'est une émanation du peuple, qui ont 45 minutes pour lire 67 pages, qui ne peuvent pas prendre un appareil photo, mais on est en RDA. C'est tout simplement ahurissant. Quel est l'état de nos démocraties quand des contrats qui sont passés au nom des peuples sont cachés aux représentants du peuple? Je pense que même chez... Et c'est pour ça que nous allons rassembler. Parce que de gauche comme de droite, moi je ne crois plus en ces clivages depuis longtemps, mais les gens ont dans leur cerveau quelque chose qui les démange. Même à gauche, partout. Ils se disent, mais quand même, ça pose un problème démocratique majeur, non? Enfin, nous, ici, on l'a compris. Je crois qu'on est plus nombreux à l'avoir compris. On se sent encore trop seul, mais on est en train de se regrouper. Et finalement, est-ce qu'on atteint les 50 personnes ou pas, cette fois-ci? Allez, mesdames et messieurs, arrêtez-vous! C'est pour nos libertés, à tous, que nous nous battons. Rejoignez-nous! Donc voilà, vous ne saurez rien des clauses juridiques et de responsabilité sur des contrats d'une valeur de 3 milliards d'euros. C'est juste fabuleux. France Info rajoute, qui sont les négociateurs? Comment ont-ils été choisis? Qui a négocié avec qui? Silence radio, là encore. Là, je cite France Info, hein, c'est pas... Je n'ai pas écrit ça. Officiel... Alors, c'est toujours France Info, officiellement, leurs noms n'ont pas été rendus publics pour leur éviter de subir des pressions lors des discussions. Il ne faudrait pas qu'on vienne ensuite leur poser des questions. Hein. Ce serait embêtant. Alors, c'est cette opacité qui nous dérange. Et on peut ajouter que c'est cette opacité qui crée l'idée d'une théorie du complot. Parce que quand les choses sont claires, sues de tous, sur la table, comment croire à un complot? On pourrait juste se dire qu'il y a des imbéciles au sommet de l'État. On sait déjà, ça nous a déjà traversé l'esprit d'ailleurs. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Alors oui, je parlais de cette opacité qui entoure également les débats de notre Conseil de défense sanitaire. Et là aussi, nous nous interrogeons. Comment interpréter le fait qu'il n'y ait dans ces conseils de défense sanitaire aucun secrétaire de séance, aucun compte-rendu des débats? C'est une question très importante, parce que c'est d'usage dans l'administration. Il y a toujours un secrétaire de séance et les débats sont toujours consignés, sauf dans le cas de ce conseil de défense sanitaire. Et la question, c'est pas de compte-rendu des débats égale pas de traces. La justice pourrait avoir du mal à passer un jour. Imaginons que des démarches entreprises en justice puissent prospérer. Qui pourrions-nous interroger dans ce conseil de défense sanitaire? Sur la base de quel débat et de quelle déclaration? Nous n'avons aucune trace écrite. Et ça pose un sérieux problème. Parce que nous commençons à comprendre que nous n'avons pas affaire à des bienfaiteurs de l'humanité. Pour nous qui sommes rassemblés ici, il n'y a évidemment aucun doute.